il y a 50 ans. Demain, c'était le 22 mars, événement au départ microscopique à la faculté de Nanterre. Il y avait un bidonville tout autour et en même temps beaucoup d'enfants de bourgeois, des quartiers de l'ouest de Paris qui y étaient. Et puis là commence ce mouvement du 22 mars qui symboliquement sera une des dates de ce qui allait donner les événements de mai-juin 68. Il y a donc un demi-siècle, le surgissement de la jeunesse comme acteur qui fait valoir ses droits, la plus grande grève ouvrière de notre histoire, avec des conquêtes qui sont toujours là et qu'il faut continuer à défendre, et puis en même temps un ébranlement général de la société. Alors nous allons en parler ce soir avec Rachida El Azzouzi de Mediapart, ma consoeur, autour d'un livre qui est peut-être non seulement le livre à nos yeux le plus original sur ce cinquantenaire qui échappe justement aux commémorations et qui est le plus peut-être d'esprit 68ard, un livre participatif et un livre auquel vous avez contribué, qui a été nourri de contributions qui continuent d'ailleurs. Il y a des blogs, il y a une édition participative dans le club participatif de Mediapart. Ce livre, des éditions de l'Atelier, mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu, est venu d'une proposition de ces éditions qui sont nos partenaires et qui nous ont dit, avec les 3 universitaires qui ont conçu ce projet, qui nous ont dit on voudrait utiliser le format participatif de votre journal pour faire surgir une version polyphonique avec toutes sortes de voix, d'expériences, avec des anonymes, non pas ceux qui captent à leur profit cet événement, des notoriétés qui le confisquent, et faire surgir la polyphonie de cet événement. Et cela donne ce livre qui est donc en librairie à partir de demain. Il y a dans la colonne Club de Mediapart, il est présenté, et puis en plus en détail avec d'autres témoignages, aux éditions de l'Atelier. Alors, pour parler de ce livre, nous allons alterner entre ceux qui l'ont conçu et des témoins, quelques témoins qui finalement représentent les dizaines de témoins qui y contribuent. Alors, je voudrais commencer par Brigitte Blondet. Vous êtes l'un de ces témoins, vous contribuez dans le livre, je retrouve votre témoignage. Un jour ou l'autre, le monde changera de base, car c'est un témoignage qui s'inscrit un peu dans la fidélité. Vous aviez 18 ans, vous étiez étudiante en médecine à Lyon, et je vais vous laisser dire pourquoi vous avez répondu à cet appel à témoignage et quelle est votre histoire et la résonance de ce passé plein d'à présent? Alors, pourquoi j'ai répondu à cet appel? Ça m'a semblé intéressant. Justement, on connaît tous l'utilisation qui a été faite de mai 68. Les représentants ou les prétendus représentants qui ont été mis en avant et qui ont tous fini dans les coulisses du pouvoir. Et finalement, mai 68 était beaucoup ramené à ça, ramené aussi à la fête, au côté festif, etc. Et par contre, tout ce qui était les anonymes, justement, n'était pas du tout mis en valeur. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de participer à ce livre, parce que justement, je suis une anonyme. J'ai participé, mais comme des milliers et des milliers de personnes, à mai 68. Et voilà, je pense que je fais partie de la polyphonie, comme tous les témoignages qu'il y a dans ce livre, quoi. Donc moi, en fait, je suis arrivée à Lyon en 67, en octobre 67. Je commençais juste mes études de médecine. Et j'étais tout de suite mise dans le bain, puisque mes 2 sœurs étaient déjà là. Et elles étaient déjà très impliquées dans le mouvement. En particulier, dès l'automne 67, on travaillait beaucoup avec les comités Vietnam de base. On était assez proche des milieux marxistes-léninistes, et donc on rencontrait aussi des ouvriers. Enfin, il y avait déjà toute une effervescence qui a précédé mai 68 en lui-même, quoi. Donc au moment de mai 68, on était déjà vraiment positionnés, et donc c'est tout naturellement que j'ai participé aux manifestations, aux AG dans les facs, et en plus, donc on avait toujours ce souci
à partir, donc après très rapidement, les grèves ouvrières ont commencé massivement, et on avait le souci donc de l'unité entre les ouvriers et les étudiants. Et donc on essayait par tous les moyens de contacter des ouvriers, d'avoir des discussions, etc. Et c'était pas toujours très facile, quoi, puisque les appareils syndicaux n'étaient, on peut le dire, pas très pour. Mais on arrivait quand même, en particulier les jeunes ouvriers étaient assez réceptifs aux discussions avec les étudiants. Bon, on a un moment, on a essayé, on a d'ailleurs réussi à faire une manifestation en direction de la Rodiaceta, qui est une entreprise lyonnaise assez importante qui était en grève. Mais on est resté à la porte. Mais malgré tout, il y avait des discussions avec des jeunes ouvriers qui étaient grimpés sur les portails. Et... Alors c'est bien de commencer avec vous, Brigitte, parce que du coup, vous cassez aussi ce mythe d'un mouvement parisien, gauchiste, de gens d'étudiants très formés. Là, vous racontez comment, justement, vous avez essayé de faire la jonction avec les ouvriers de la raffinerie de Feyzin, de la CEITA. Alors, et je crois que c'est une des originalités de ce livre, je vais me tourner vers Boris Gobi et Christelle, qui êtes les chercheurs qui avaient conçu cet ouvrage. Et donc, c'est peu académique, je crois, que d'aller rechercher comme ça des témoignages de gens ordinaires. C'est-à-dire que pour une fois, ce n'est pas un livre de plus pour un anniversaire de plus avec des leaders ou les détracteurs acharnés de mai 68. C'est vraiment la parole à la base. La France, une France ordinaire, des hommes et des femmes en banlieue, à Paris, mais pas seulement, en province, dans des villages. Comment, en tant que chercheur, vous avez eu l'envie de faire ce livre et de casser justement, d'aller directement à la base. Précisons juste qu'ils sont trois. Oui. Que l'un, le Éric plus Neveu, ancien, qui lui était engagé de la génération des témoins, Éric Neveu n'est pas là, et que Christelle Dormoy, Rajramanan et Boris Gobi sont les deux autres, oui. Et tous les trois universitaires. Mais allez-y, Boris. On avait effectivement le sentiment que de plus en plus de choses intéressantes s'écrivaient dans la recherche sur mai 68, qui damait le pion aux représentations classiques, au sens commun, aux clichés, mais qu'il était important de redonner la parole à ceux qui l'avaient prise en mai 68, alors sous une forme qu'il fallait trouver, évidemment, mais qui correspondait à la conviction qu'on avait qu'on ne peut pas comprendre les grands mouvements de masse ou les grands événements critiques ou insurrectionnels si on ne tient pas compte du fait que, en plus des militants, en plus des ouvriers syndiqués, par exemple, c'est la masse des innombrables, en fait, qui, finalement, s'engage, s'implique à des degrés divers, évidemment, et que sans cette masse des innombrables, on aurait un tête-à-tête, éventuellement, confrontatif entre le pouvoir et puis des éléments organisés, comme on disait, c'est un terme qu'on aimait bien à l'époque, soit syndiqués, soit dans des organisations d'extrême gauche, et qu'il y a une sorte de nouvelle frontière comme ça de la recherche à pousser, à ouvrir, à explorer, et qui se tient du côté effectivement des anonymes, des innombrables qui ont pris la parole et qui ont fait véritablement la caractéristique de mai, parce que sinon il n'y aurait pas eu l'événement. L'agitation, si vous voulez, même à l'extrême gauche, était très très puissante dans les années qui précédaient. L'événement fait changer d'échelle. Et il fait changer d'échelle parce qu'il y a une application sans précédent, finalement, tant dans le nombre de grévistes que dans le nombre de personnes tout simplement impliquées dans les AG, dans les manifestations, etc. Et c'est cette présence-là qui donne sa caractéristique spécifique à mai 68. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs sont pris au jeu. Vous vous présentez tous les trois, et il y a quelque chose d'assez émouvant. Il se trouve que le hasard des disponibilités fait que parmi les témoins qui sont ce soir, le monde de la grève ouvrière est moins représenté. Et vous, justement, par une histoire personnelle, votre père qui vous parle d'un oncle, si je ne me trompe, qui se retrouve là, René Gobi, qui était ouvrier qualifié et délégué du personnel CGT. J'insiste là-dessus parce que souvent, ce qu'il faut rappeler, c'est pas un monôme étudiant, même s'il y a eu cette dimension de révolution culturelle juvénile et ainsi de suite, mais c'est d'abord, en termes d'impact, de paralysie du pays, la plus grande grève ouvrière de notre histoire. 7 millions de grévistes au bas mot. Même un point de détail, le fait que les sections syndicales soient dans l'entreprise, que leurs locaux soient dans l'entreprise,
c'était interdit avant 68. Voilà, c'est une conquête. C'est-à-dire que c'est une des conquêtes, le fait qu'il y ait des panneaux syndicaux, que ça ne se passe pas en dehors de l'entreprise. Oui, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a eu de vraies avancées sociales, et notamment celle-ci, de vraies conquêtes syndicales dans les entreprises. Qu'est-ce que ça... Vous le connaissiez, ce témoignage de votre oncle Alors, en fait, l'histoire est assez intéressante. C'est que j'ai longtemps vécu dans l'ignorance qu'il avait participé à son échelle aux événements de mai 68, au Mans, en l'occurrence. Et en fait, ça n'est que lorsque j'ai publié des premiers livres sur mai 68 en 2008 que mon père m'a mentionné le fait que cet oncle, qui est son frère aîné, qui est né au début des années 30, avait participé là où il travaillait, c'est-à-dire l'Union des coopératives laitières du Maine, aux événements. Et donc l'idée est venue que il vient de manger à la maison, enfin la maison, c'est-à-dire la maison parentale, que je pose mon petit enregistreur sur la table et puis qu'on parle. Voilà. Alors on a parlé de plein d'autres choses que de mai 68, mais notamment de mai 68. Il m'a montré ses feuilles de paye, par exemple, de mai et de juin, où on voyait effectivement que le salaire n'était pas le même en juin, évidemment, eu égard au jour de grève qui avait été fait. Mais son témoignage était particulièrement intéressant parce que c'était le seul cas que je connaissais d'ouvriers réquisitionnés, puisque c'était une entreprise laitière, enfin voilà, qui conditionnait du lait et qui fabriquait des yaourts, etc., qui livrait du lait. Eh bien, ils étaient réquisitionnés par le préfet pour pouvoir livrer les hôpitaux et les cliniques. Alors l'hôpital plutôt au Mans et les cliniques. Et alors la question, c'était comment on fait grève quand on est réquisitionné, d'une certaine manière, parce que c'est compliqué. Alors c'est assez attendrissant parce que il est obligé de travailler, mais il va faire des demi-piquets de grève, comme il dit, c'est-à-dire en fait des demi-nuits qu'il passe sur le piquet de grève. Donc en fait, ça fait aussi, il faut comprendre aussi que dans ces événements-là, les gens ne dorment pas forcément beaucoup. Alors des fois, on peut dormir beaucoup aussi parce que les usines occupées, bon voilà, elles sont à l'arrêt, donc on est tranquille, etc. Mais quand on est dans une situation comme la sienne, effectivement, si on veut participer à la lutte, il faut le faire en dehors des heures où on est réquisitionné pour travailler. Et l'autre chose, c'était que y avait parfois des malentendus avec d'autres ouvriers en grève du Mans qui ne comprenaient pas que à l'Union des coopératives laitières, ils continuent à travailler, ne comprenaient pas. Et alors il a fallu leur expliquer effectivement qu'ils avaient été réquisitionnés, qu'ils n'y pouvaient absolument rien, mais que par ailleurs, ils avaient une camionnette sur laquelle ils avaient marqué ouvriers en grève, etc., et qui faisaient des piquets de grève la nuit. Pour continuer sur la coordination, parce que, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que là, il y a combien de témoignages ? 150 sur à peu près 300 reçus. Voilà. Et un matériau, vous parlez de 2000 documents 2000 pages de texte. Voilà. On avait parfois juste un paragraphe dans un mail, c'est allé jusqu'à 150 pages, format A4, interligne. De toute génération, de tout milieu ? Alors, je crois que le témoin le plus jeune a 7 ans. Et, à l'époque des faits ? À l'époque des faits, et 51 pour la plus âgée. Et c'est vrai qu'on a une variété très, très riche avec... 51, ça veut dire qu'elle a 101 ans aujourd'hui ? C'est ses enfants qui ont... Ah, ses enfants qui ont fait part d'un témoignage qu'elle avait écrit dans les années 90. Et on vous envoie des photos, on vous envoie des tracts, on vous envoie... Voilà, on a eu des photos, des tracts, des comptes rendus de réunions, des bulletins de salaire... on a eu plein de documents, on n'a pas pu tout mettre. Il y a un bel échantillon de photos. Il y a des photos très, très chouettes de différents photographes, plus ou moins professionnels ou amateurs selon les cas. Il faut dire que le livre aussi fait comme des datzibao, comme des affiches, hein, c'est-à-dire qu'on reprend avec les textes, on alterne avec des photos justement d'anonymes aussi. Oui, parfois on a retenu que des très courts passages pour certains témoignages, certaines citations très fortes. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans le livre. On a mis en exergue certaines phrases parce qu'il y a beaucoup de mots qui évoquent la puissance de mai dans la vie de ces gens. Et c'était ça qui était intéressant dans la démarche, et montrer qu'il n'était pas nécessaire d'être sur les barricades, à s'affronter directement avec la police pour que les événements aient une influence considérable dans la vie des gens. On a beaucoup de témoignages de gens qui étaient très très loin des foyers de contestation, qui les ont suivis à travers la radio notamment, et qui disent que ça a transformé leur vie. Ça a fait naître une prise de conscience politique et qui s'est concrétisée par différentes formes de militantisme qui perdurent pour la plupart jusqu'à aujourd'hui.
Alors, comment on fait le tri pour avoir une diversité la plus large et sachant c'est une prise de parole, mais c'est avant tout une prise d'écriture. Et dans ce cas-là, comment on fait justement pour... tout le monde n'a pas une capacité forcément à retranscrire un événement qu'il a vécu. Comment vous avez pu faire justement pour, y compris chez les ouvriers justement, où on n'a pas forcément... des facilités d'écriture. Comment vous avez fait pour que ce ne soit pas toujours les mêmes, c'est-à-dire des gens qui étaient lettrés, diplômés On a essayé dans l'appel à témoignages et dans les diverses relances qu'on a pu lancer ponctuellement via les réseaux de Mediapart et dont on vous remercie, de rassurer les gens dans ce sens-là, en disant qu'on ne cherchait pas des morceaux de littérature, mais vraiment des anecdotes sur le vécu, que tout le monde avait droit à la parole. Et de fait, on a eu des gens d'appartenance sociale très variés, avec des niveaux de diplôme très divers. On a eu des ouvriers ayant arrêté l'école à 14 ans. On a aussi bien sûr des universitaires, on a des enseignants, mais on a vraiment un panel assez large des professions, des ouvriers, des employés. On a un administrateur de l'Assemblée nationale, donc on a un spectre très large, et y compris politiquement. On a des gens qui étaient gaullistes, qui ne l'ont plus été après les événements. On a des gens qui étaient politisés, syndiqués à la CGT, à la CFDT, d'autres qui se syndiquent au cours ou à la suite des événements. Et parmi les étudiants, on a des gens de l'UNEF, de l'UEC, on a des gens du PSU, au-delà des étudiants. Et des inorganisés aussi. Et j'allais y venir. Et beaucoup de gens qui, non seulement inorganisés, mais non politisés. Et on a notamment un témoignage d'un certain monsieur Balizé qu'on a appelé dépucelage politique, en reprenant ces termes, et qui explique que, issu d'un milieu modeste, on lui avait enseigné que la politique, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pour les gens de son milieu. Et qu'avec 68, il découvre que si, il a droit à la parole politique, à s'investir, et qu'il n'y renoncera plus jamais par la suite. Et ce qui est réjouissant, c'est que c'est vraiment l'anti-génération, ce premier livre qui avait été fait, où en fait, c'était les notoriétés postérieures qui faisaient les acteurs. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient bien connus, qu'ils aient fait carrière, etc. Et là, on voit la réalité de l'ébranlement d'un pays. Alors, on va passer à un autre témoignage peut-être. Gisèle Prévost, vous étiez, on parle du 22 mars, puisqu'on est le 21 mars, et vous étiez justement à l'université de Nanterre. À ce moment-là, vous étiez étudiante en licence d'histoire à la faculté de Nanterre. Alors, je dois dire d'abord que ce livre, je le trouve absolument formidable. Il est encore tout chaud, là, puisqu'il vient de sortir. Et vous parliez de polyphonie. Et justement, cette démarche d'historien que vous avez adoptée me rappelle, moi, beaucoup la démarche de la prix Nobel russe qui a écrit le livre La fin de l'homme rouge, oui, où elle parle précisément de polyphonie. Et c'est l'histoire racontée, mais en y introduisant l'émotion et les vrais gens, quoi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très original. J'ai lu beaucoup de livres sur mai 68, mais ça me tombait un peu des mains, parce que pour moi, c'était de l'histoire ancienne. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'être présent, et j'en suis très, très, très heureuse. Voilà. Et donc, effectivement, moi, je me suis trouvée à Nanterre un peu par hasard. Je débarquais de province, j'étais une jeune fille de bonne famille, je m'ennuyais à mourir dans ma province, dans ma famille. Je rêvais d'une seule chose, c'était de faire le tour du monde. Et je me trouve à Nanterre par hasard, parce qu'une amie ou ma sœur y allait pour s'inscrire. Et je me suis dit, mais c'est vraiment formidable. Qu'est-ce qu'on rigole, là-bas, il se passe des choses, c'est génial, qu'est-ce que ça change. Donc, je me suis inscrite en histoire, mais vraiment par hasard. J'avais eu mon bac vraiment à l'arrache, comme ça. Et donc là, j'étais un peu godiche quand même, je dois dire. Donc je voyais ce qui se passait sans très bien comprendre, mais ça me plaisait beaucoup, quoi, voilà. Donc Cohn-Bendit, pour moi, c'était absolument le héros total. Je faisais partie de ces groupies, ces assemblées générales où on parlait de choses fabuleuses, des camarades dans le monde entier qui allaient changer le monde. Moi, ça y est, j'avais trouvé ma voie, quoi. Donc j'étais absolument pas militante, j'avais aucune conscience politique, mais je me suis laissée embarquer par ce mouvement qui correspondait vraiment
mes rêves les plus profonds, quoi, enfin les plus secrets, inavouables. Voilà, Et au après, quotidien, comment vous l'avez vécu du coup ce mouvement? Mais Qu'est-ce qui très vous a bien, mais marqué moi, au-delà du j'adorais. fait qu'il y avait Cohn-Bendit Mais ou c'était votre très fascination bien. pour les Alors, on Mao? me proposait des cartes, alors j'ai pris la carte de l'UNESCO, parce qu'elle était rouge, elle était bien, voilà. Et puis alors ensuite je suivais ce qui se passait, et donc alors toutes ces AG où on fumait, où on buvait, mais c'était formidable, quoi, voilà. Donc moi j'y dormais pas, donc j'y allais, mais je traversais, je prenais le train de banlieue, j'arrivais là-bas, il y avait les bidonvilles, enfin c'était un monde qui était vraiment très particulier pour moi à cette époque. Nanterre-la-Folie, ça s'appelait en plus. Et vous disiez donc issu d'une famille, de bonne famille. Oui. Vous en parliez avec vos parents? Pas du tout. Non. Oui, ma mère, bien sûr, en douce, voilà. Non, pas du tout. On n'avait pas la télévision. Moi, j'habitais plutôt dans des chambres de bonne parce que pour quitter ma famille. Donc non, on n'en parlait pas trop. Hein. Moi, disons qu'à cette époque, je ne mesurais pas vraiment l'importance que cette histoire allait avoir. J'avais juste trouvé ça vraiment un environnement merveilleux. Je me disais, à Paris, ça doit être ça, comme ça tout le temps. Enfin, bon. Oui, vous parlez de comment vous avez découvert Paris à cette occasion. Mais oui, parce qu'on ne travaillait pas beaucoup, il faut le dire. mais je pense que votre témoignage, justement, commence par une allusion littéraire, qui est toujours, chez nous, ça fait clin d'œil, puisque c'est un signe à François Maspero, auquel on doit notre logo, d'une certaine manière, à Mediapart, qui est Aden Arabi, ce livre de Paul Nizan qu'il avait exhumé, qui a été un livre de cette génération, puisque sa première phrase, je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie, donc une sorte de jeunesse en colère. Et je dis ça parce que ce qui m'a frappé dans votre introduction, c'est combien, y compris vous en tant que universitaire, plutôt politologue, historien aussi, la littérature importe. Vous citez Éric Vuillard, cette façon de prendre un événement comme le 14 juillet ou comme le nazisme et de faire une fiction à travers l'histoire. Et surtout, vous citez Georges Perec. Et ça m'a beaucoup intéressé sur l'idée que l'ordinaire, c'est un des thèmes très forts, comprendre l'histoire par l'ordinaire. Et la citation de Perec, c'est « Ce qui nous parle, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire, comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire, comme si le parlant, le significatif était toujours anormal. Pour lui, le véritablement intolérable, le vraiment inadmissible, ce n'est pas le grisou, c'est le travail dans les mines. » C'est-à-dire sortir de l'événement au sens sacralisé, commémoré, etc., et revenir, si vous pouviez, Boris, revenir là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment ça, les traces, et on va le voir d'ailleurs avec un autre témoignage après. Oui, tout à fait. Alors, c'était pertinent de se placer sous le patronage de Perec, parce que l'idée était de revisiter l'événement à travers l'ordinaire, qui peut avoir des acceptions très très différentes. Quand on parle de 68 heures ordinaires, par exemple, la première traduction, ça peut être on a affaire à des anonymes. Mais c'est aussi tout ce que l'événement percute dans le quotidien. Et ça, c'est intéressant parce que Perec, dans sa citation, oppose au fond l'extraordinaire, voilà, etc. Et puis, ce qui est son programme, d'une certaine manière, c'est l'infraordinaire ou l'habituel, interroger l'habituel, le banal, le routinier, etc. Alors, a priori, quand on est face à un événement comme mai 68, on n'a pas affaire au banal, à l'habituel, au routinier, puisque c'est précisément un moment de suspension des routines. Il chamboule tout. Ouais. D'ailleurs, il y a énormément de témoignages qui montrent à quel point ça suspend les routines. On fait des soirées transistors, par exemple, pour écouter les événements, etc. Mais en réalité, avoir ce regard de l'ordinaire dans l'extraordinaire de l'événement, ça permet de voir dans l'événement des choses qu'on n'a pas l'habitude de retenir ou plus exactement qu'on mentionne au passage sans considérer qu'elles sont véritablement importantes. Or, elles le sont. Alors, ça peut être la façon, donc, effectivement, de nouvelles habitudes se recréent. Par exemple, de nouvelles sociabilités se créent, par exemple, le fait que les gens, alors ça c'est présent dans pas mal de témoignages, discutent en permanence les uns avec les autres. Mais y compris, pas seulement dans les grands moments, les AG, les manifestations, etc., c'est évidemment très très puissant, mais dans le voisinage aussi. Hein, il y a quelqu'un qui raconte que
elle se demande pourquoi les gens mettaient autant de temps à tailler leur haie ou à réparer leur clôture, etc. Mais c'était parce que c'était une façon d'être dans la rue, de voir passer les gens et tout le monde s'arrêtait et en parlait ensemble. Donc se reconstituent en fait de nouvelles habitudes. Donc on ne peut pas dire que c'est un habituel, mais c'est de nouvelles habitudes qui se créent dans l'événement et qui montrent bien que l'extraordinaire de l'événement, il est habité, il est travaillé aussi par de l'ordinaire. L'ordinaire, c'est aussi le prosaïque, hein, c'est faire des choix prosaïques. Par exemple, dans un couple qui souhaite faire la grève, eh bien, il est très difficile d'envisager que les deux la fassent, la grève, parce que il faut au moins un salaire à la fin du mois pour faire vivre la famille. Donc il y a des petits arbitrages, des petits dilemmes comme ça. Et ces petits faits, ces petites anecdotes, nous les trouvions aussi importantes et finalement significatives que les grands faits. Donc on voulait connecter ensemble les grands faits et les petits faits. Et Rivière est intéressant de ce point de vue-là, en tant qu'écrivain, et on pensait en particulier à 14 juillet, parce que c'est un livre qui raconte la prise de la Bastille, événement on ne peut plus connu, croit-on, qui a énormément été travaillé, etc. Mais du point de vue, effectivement, des anonymes. De ceux qui habitaient ici, hein, autour de nous. Là. Exactement. Voilà, dans ce quartier du Faubourg Saint-Antoine. Non loin de là, voilà, ça s'est passé vraiment très très près. Et il fait quelque chose que je trouve remarquable. D'une part, il a cette plume qui est absolument géniale, mais en même temps, il a la volonté de nommer les gens. Et nommer des anonymes, c'est quand même problématique. Il y a des moments où il arrive, par un travail d'archives, j'imagine, à nommer des individus, mais il y a aussi des personnes dont les archives n'ont pas retenu les noms, qui sont de véritables anonymes au regard des archives. Il entreprend, et là c'est l'écrivain qui prend le relais, nous on ne pourrait pas se permettre de faire ça en tant qu'historien et politiste, mais il entreprend de décider de les nommer à partir de patronymes courants à l'époque, et en particulier les femmes dont les noms étaient moins consignés dans les archives. Et j'avais été sensible à ça parce que je trouvais que cette démarche de nommer les anonymes de l'histoire était quelque chose qu'il fallait absolument reproduire s'agissant de mai 68, en sollicitant effectivement les témoignages des gens. Alors, vous parlez des femmes, on a de nombreux témoignages de femmes et qui nous racontent justement l'ordinaire de mai 68. Et j'ai été très frappée parce qu'on dit beaucoup de mai 68 qu'il a été un tournant pour les femmes, pour la condition des femmes. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ces différents témoignages? C'est quand même que pour la femme, mai 68 n'était pas du tout un moment où elles pouvaient prendre la parole facilement, notamment dans les AG. Elles ont souvent été réduites au silence. Ça a été très, très difficile. Et j'aimerais que les femmes qui sont là parmi nous racontent justement comment, à l'époque, dans ce monde d'hommes très machiste, où il y avait une masculinité ambiante, une virilité qui vous clouait parfois le bec, comment ça se passait en fait? Brigitte, je vous voyais... Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec votre propos. En fait, du fait même que mai 68, ça a ouvert un peu des vannes, on était sortis de l'habituel, etc. Ça a ouvert le champ des possibles. Et je pense que de ce fait, les femmes, en tout cas celles qui étaient dans le mouvement, qui participaient au mouvement, prenaient la parole et étaient très actives, etc. Alors après, évidemment, il y avait aussi des schémas. Mais dans le livre, on a plusieurs témoignages, je pense que Christelle pourrait en témoigner, de femmes qui disent, bon, mai 68 pour moi a été l'occasion de dire je, mais par contre, quand même, les hommes nous écrasaient encore. Ah oui, mais les hommes nous écrasent encore aujourd'hui, hein, de ce côté-là. Non, mais je pense que ça a été une possibilité aussi pour les femmes de dire on n'est pas obligé de se soumettre, on peut aussi prendre notre avenir en main. C'est ce qui apparaît quand même aussi dans le livre, hein, que beaucoup de femmes, à cette occasion-là, ont décidé justement de mener leur vie d'une autre façon que ce qui aurait pu être préécrit si ces événements ne s'étaient pas passés. Alors après, c'est vrai aussi que, je ne sais pas, par exemple, dans les milieux militants, les femmes prenaient la parole, etc. C'est vrai aussi qu'elles étaient quand même bien utilisées pour faire tourner la Renéo, etc., etc., forcément. Hein, c'est vision sexuée du travail. Oui, oui, oui. Mais les femmes s'exprimaient. Ça, je ne pense pas qu'on peut dire que les femmes ne s'exprimaient pas. Celle, vous vouliez ajouter? Oui, il y a deux témoignages qui parlent d'une espèce d'appropriation de la parole à la tribune dans les universités par les hommes, notamment à la Sorbonne, où il y avait 67% d'étudiantes
et à la tribune, elles étaient minoritaires. Donc on a comme ça, comme vous le disiez, une division genrée du travail militant, de la grève aussi, comme évoquait Boris. Quand il y a des arbitrages au sein du couple pour savoir qui va faire grève, souvent c'est la femme qui va travailler et qui reçoit les colibés des grévistes, voire qui reçoivent des pièces de monnaie insinuant qu'elle se prostitue en venant travailler. Mais voilà, malgré ce maintien d'une certaine domination masculine, on a quand même une émancipation féminine très importante. Normalement, c'est la naissance du mouvement des femmes dans la foulée. Il ne préexiste pas à 68, il vient dans la foulée. C'est une onde de choc qui continue en tant que mouvement s'affirmant comme tel. Mais on ne croise pas vraiment de slogans féministes à ce moment-là, si ? On a des affiches qui nous ont été envoyées. Je n'ai pas les dates exactes en tête, si elles sont postérieures à 68 ou si elles sont de 68. Pour moi, c'était plutôt 1970 avec la naissance du mouvement de libération des MLF. femmes. Mais il y a des premiers groupes de femmes qui se nouent. Parce que je ne sais plus qui me racontait, alors là, ce n'est pas dans le livre, mais une militante de la CGT qui me disait qu'à l'époque, le journal de la CGT, Le Peuple, dans les commentaires de photos, disait quel joli visage elle a, notre grève, en parlant des femmes. Enfin bon, il y avait un peu du sexisme. On va se tourner vers la Nanterroise, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, un des événements du 22 mars, il y a comment nous ne faisons pas trop d'anachronisme, il y avait, par rapport aux situation de la jeunesse, la libération sexuelle. Et ne pas oublier qu'un des événements qui se joue à Nanterre, c'est le fait que les garçons ou les filles, réciproquement, puissent aller se visiter dans des cités universitaires réservées aux filles ou réservées aux garçons. C'est ce qui vaudra la moquerie de Pierre Vionçon-Ponté dans La France s'ennuie. Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces étudiants qui ne pensent au fond qu'à aller coucher ensemble ?» Et son papier, il y a un contresens, parce qu'on dira que c'est un des papiers annonciateurs de 68, parce qu'il se termine par un appel à bousculer. Mais alors qu'il dit, mais vraiment, qu'est-ce que ces étudiants, vous vous souvenez de ce contexte ? Bien sûr. Mais c'est sûr que dans ces assemblées générales, il y avait énormément de testostérone, c'était comme des matchs de foot. Donc forcément, après, il fallait que ça retombe. Donc ça se passait dans les chambres d'étudiants à côté. Voilà, donc à moins d'être une militante vraiment aguerrie, c'était principalement les hommes qui parlaient, hein, c'est clair. Il fallait être celui qui criait le plus fort, parce que il y avait quand même un niveau de décibels qui était quand même assez élevé. Alors, pardon. Oui. Non, mais en fait, il y a les deux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a à la fois des témoignages qui racontent qu'il y a une capture de la parole par les hommes. Il y a notamment un témoignage qui dit, c'est quand même incroyable, on était coude à coude comme ça dans les amphithéâtres juste avant, et là, tout d'un coup, les hommes se découvrent des compétences que les femmes n'auraient pas. C'est quand même curieux. Et puis, on a des témoignages qui montrent à quel point... d'abord, qui montrent des prises de parole féminines. Alors, des témoignages et des photos. On a notamment une photo d'une jeune femme à la Lénière de Roubaix qui prend la parole. Elle a son brassard syndical sur le bras droit, je crois, et elle a un air très sérieux et très déterminé. C'est très intéressant. Elle est très jeune par rapport à l'ouvrier qui est en contrebas d'elle. Donc les photos ont aussi un statut documentaire, en fait, pour montrer effectivement des prises de parole de ce genre. Donc on a les deux, mais c'est normal parce que dans l'événement, on ne peut pas caractériser l'événement de façon univoque. Il y avait plusieurs dimensions qui étaient à l'œuvre. Mais il est vrai qu'on a quand même énormément de témoignages qui témoignent de l'impact de l'événement dans une trajectoire d'émancipation ultérieure. C'est-à-dire comment l'événement a autorisé un certain nombre de femmes à prendre la parole, premièrement, à tenir la dragée haute aux hommes. Mais aussi à aller demander la pilule au médecin. Aller demander, on verra après, parce que c'est un témoignage bouleversant, très fort, oui, tout à fait. Oui. Allez-y. Alors, à Nanterre, la mode était à Cuba. Donc, le modèle un peu de libération totale et de la femme et autres, c'était Cuba. Et c'était un peu ça qui régnait comme, de mémoire, hein, me semble-t-il, comme état d'esprit général. Donc il fallait aller voir ailleurs ce qui se passait pour l'apporter chez nous. Et il y avait évidemment des revendications féminines au centre, mais plutôt, me semble-t-il, en petit comité, quoi. Mais vous avez raison de souligner combien le monde était présent dans tout cela. Hein,
Christelle, et après, on va Oui, passer. un des exemples d'émancipation qui naît avec 68 et qui se concrétise ultérieurement, c'est le témoignage d'une femme au foyer en banlieue toulousaine. Elle écoute la radio et elle a envie de se rapprocher de l'animation, rentrer en contact, parler avec des gens. Elle est femme de patron. Et elle se rend en stop en centre-ville, elle commence à discuter avec des gens et puis germe en elle l'idée de reprendre ses études, ce qu'elle fera très vite malgré ses 2, 3 ou 4 enfants, je ne sais plus. Et elle estime vraiment que c'est 68 qui a créé... Elle avait des velléités de reprendre le travail avant, mais face aux contraintes familiales, aux réprobations, elle y renonçait jusque-là. Et avec 68, elle décide de le mettre en pratique. Alors Patrick Boisson, avec vous, là on a vraiment l'onde de choc, parce qu'on a un témoignage qui vient de l'institution où on pense qu'il ne se passe rien, ou de l'institution qui est l'ordre incarné à cette époque, l'armée. Vous faites votre service militaire à l'époque, vous êtes caporal, et vous faites un témoignage sur les tensions dans la caserne. Comment, derrière les murs de la caserne, racontez-nous, parce que c'est là où se jouait, il faut rappeler De Gaulle qui va à Baden-Baden, est-ce que l'armée va arriver à Paris, et à l'époque, je l'ai fait moi aussi, donc c'est pas si vieux la suppression du service militaire, donc le service militaire existait et nous étions tous conscrits. Effectivement, dans notre caserne, c'est un lieu fermé. L'armée, c'est une société dans la société. Nos responsables nous disaient, il y a les civils et nous. La société civile était très méprisée, en tout cas, c'est ce qui nous était dit. Nous étions donc dans notre caserne, confinés. Il y avait des sorties, il y avait des permissions le week-end. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, moi je suis arrivé en novembre 1967, et déjà ça discutait, et à Noël on avait décoré la chambre avec des frises qu'on avait découpées dans le carton, et ça représentait les bombes au napalm. Dans la caserne? Dans notre chambre, D'accord. Pour Noël, décoré. Donc c'était le Père Noël qui amenait des bombes sur les Vietnamiens. Il y avait des B-52. Il y avait un Père Noël avec des... je crois que j'ai encore des photos quelque part, mais je ne les ai pas retrouvées pour les envoyer. Je ne pensais pas du tout en plus. Et aucun officier n'est venu vous demander d'enlever ça? Ils ont regardé. Bon, comme nous étions des sursitaires, c'est-à-dire ceux qui avaient fait un peu d'études ou beaucoup d'études, ils se demandaient s'ils commencent à parler avec nous. Il y en avait qui étaient très habiles parce qu'ils avaient fait des bac plus 4, bac plus 6, etc. Donc ils avaient déjà un sens de la rhétorique, de la discussion. Moi, je n'avais pas fait mon bac, mais j'étais sursitaire parce que j'avais traîné à venir faire mon service. Et mon frangin m'avait dit fais le peloton des élèves gradés, tu seras caporal. Et après, c'est peinard. Donc j'ai fait ça, quoi. Donc, dans cette caserne, au 5e régiment d'infanterie sur le plateau de Benne, en plein hiver, voilà, je fais mes classes ici. Et donc, nous avons décoré cette chambre avec le Vietnam. Et donc, les discussions, déjà, allaient fort sur les colonisations, les guerres impérialistes. Donc, c'était traversé. Moi, j'étais un peu... Vous étiez politisé, vous-même? Pas du tout. Moi, je trouvais un peu dénu. Enfin, j'entendais déjà avant. J'avais déjà commencé à travailler. J'étais syndiqué dans un nouveau syndicat tout neuf. Il y a un copain qui rentre dans le bureau. Ça y est, on va se syndiquer. Il y a un truc tout neuf qui vient d'arriver. C'est quoi? CFDT, ça veut dire quoi? Alors, c'est dire Confédération française et démocratique du travail. Alors, nous, on dit démocratique. Ouais, on y va. Alors, on était une quinzaine à adhérer en 66. Donc, on commençait déjà... Enfin, moi, je commençais déjà à ouvrir les yeux sur ce qui se passait. J'étais plutôt timide. On me regardait. Moi, je devenais tout rouge. Hein. Bon. Arrive l'armée, donc il y a cette histoire de caserne. Et puis... en fait, j'ai fait cette période dans un monde de mecs, de soldats, d'hommes, de jeunes, qui étaient tous, comment dire, détachés de leur milieu familial, de leurs fiancées ou de leurs amoureuses. À l'époque, il n'y avait pas d'autres modes de relations amoureuses. C'était garçons et filles. Hein. Ça rigolait pas avec ça. Oui, et puis il faut rappeler que vous étiez aussi... tous, on peut dire, des gamins, puisque vous aviez 18 ans. La majorité était à l'époque à 21 ans. Oui. Ouais, moi, j'ai fait mon service, j'avais 21 et des poussières, donc j'étais majeur. Et donc, comment ça arrive, 68, dans cette partie de l'armée? Donc, j'étais dans un autre endroit, à Satory. Pas loin de Paris. Pas loin de Paris.
à un truc qui s'appelle la section technique des armées, où il y a maintenant le Satori-Land, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle. Dans les Yvelines. Où ils viennent exposer le matériel. C'est là où il y a une grande exposition de matériel militaire. Des unités d'élite, voilà, tout ça. On est au cœur. C'est depuis même du temps de la Commune de Paris, déjà, Satori était un endroit militaire. Donc dans ce secteur, c'était le test des nouveaux armements, les chars à MX-13, 30, les Milan, enfin tout ce qui tue bien, quoi. Alors, mai 68 arrive 68 arrive comment? C'était bizarre parce que c'est arrivé un peu par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'argent qui servait à faire fonctionner notre foyer, les soldats allaient acheter à boire, à manger, des produits de première nécessité, rasage, dentifrice, parce que beaucoup habitaient loin en province. Et donc, il y avait un bénéfice qui a été fait. Et ce bénéfice, théoriquement, il devait être remis dans le foyer, pour racheter des balles de ping-pong, des cartes pour jouer au baby-foot, je sais pas quoi, des petits trucs comme ça. Et voilà qu'un copain qui travaillait au service comptable nous dit, vous savez quoi, le responsable de la comptabilité détourne l'argent du foyer. Alors là, scandale. Moi, j'aimais pas trop les injustices en général. Et ça m'a complètement secoué. Vous avez fait votre mai 68 à l'intérieur de lanceur d'alerte. Alors, oui, voilà, c'est pas possible. Alors, nous étions une petite bande quand même, toujours à discuter. Alors, il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi, Patrick? T'as une idée? Je sais pas, il faut réfléchir. Alors, on était un petit groupe quand même, ça se voyait qu'on était... Vous avez fait votre comité de soldats avant l'heure? Sans le savoir. Sans le savoir. Et donc, je propose que, puisqu'il fait des bénéfices, enfin, puisqu'il y a un chiffre d'affaires, qu'un bénéfice, le mieux, c'est de tarir la source du bénéfice, donc de ne plus acheter quoi que ce soit dans le foyer et de continuer à le fréquenter. Donc, nous étions quand même 200. Il fallait convaincre individuellement 200 types pour dire, est-ce que tu es d'accord, j'arrête d'acheter à manger, à boire et du savon et tout ça, et on continue à se voir pour jouer aux cartes, discuter, regarder la chaîne à la télé, etc. Oui, mais pourquoi? Donc ça a été assez long. Et puis il y en a qui ne voulaient pas, puis d'autres qui avaient peur. On va laisser quand même les lecteurs découvrir, hein, quand même, voilà. parce que ne racontez pas tout. Cher lecteur, allez, page 414. Voilà, parce que vous allez avoir la peau du lieutenant comptable, il va être muté, mais quand même, à la fin, vous allez devoir faire des arrêts de rigueur et être accusé d'espionnage. Oui, voilà, il y a la vengeance finale, c'est que tous ceux qui ont participé à ce mouvement, pour lequel la sécurité militaire n'avait pas trouvé les meneurs, bon, voilà, parce que c'était une décision individuelle qui était mise en œuvre collectivement. On est au cœur de 68. Voilà, et sans le savoir, nous l'avons fait parce que nous ne savions pas trop ce qui se passait extérieur, sauf à écouter les radios, les transistors, et on apprenait que ça bardait par-ci, par-là. Et régulièrement, le matin, au rapport, le capitaine disait « Attention, nous allons être bientôt réquisitionnés pour aller donner main forte à Paris. Les parachutistes entourent la capitale. » Et nous, on a dit « Non, on n'ira pas taper sur nos frangins ou nos copains ou nos parents. » Donc, c'était pas très chaud. Bon, un peu tendu quand même. Il y en a un qui avait levé la serpillière au lieu de lever le drapeau. Enfin, bon, il y avait plein de petits trucs comme ça qui montaient la mayonnaise. Et est-ce que justement, mai 68, pour vous tous, ce n'est pas justement cela, avoir pu dire non, avoir appris à dire non, vous, à l'ordre au sein de cette caserne, aux emprises, aux différentes emprises, qu'elles soient au travail, à l'usine, dans les rapports de entre les hommes et les femmes? Je veux commencer. Après, j'ai une autre question. Vous voulez commencer? Oui, je veux bien. Oui, effectivement, je dirais un peu ça comme ça. C'est-à-dire, on s'est rendu compte à ce moment-là que finalement, notre voie n'était pas forcément prétracée, l'histoire n'était pas inscrite dans le marbre, et que c'était possible de dire non à tous les niveaux, comme dans ce témoignage, où on est dans un certain niveau, mais on dit non, là, on ne le fera pas, et à ce moment-là, effectivement, il faut s'organiser collectivement, parce qu'autrement, ça devient quand même assez dangereux. Mais c'est une chose qui est possible. Et moi, ce qui m'a frappé dans l'ensemble un peu des témoignages, ou dans une grande partie des témoignages, c'est justement, quelque part, l'unité de la plupart de ces témoignages. C'est-à-dire, ce qui ressort quand même, c'est une certaine joie d'avoir participé, d'avoir réussi justement à résister, à agir aussi pour un monde meilleur, hein, si on peut le dire comme ça. Une certaine joie, pas d'amertume, ou très rarement, j'ai trouvé. Et puis, que la plupart des témoignages montrent effectivement, je crois que ça a déjà été dit, que leur vie en ont quand même été beaucoup bouleversées, quoi. Enfin, bon, comment vous résumeriez ce qui a changé pour vous, personnellement? Ce qui a changé, c'est-à-dire moi j'étais quand même très jeune, donc je suis arrivée à l'âge adulte, donc je ne sais pas ce qui a changé,
Parce que j'avais pas vraiment eu de vie avant non plus, quoi. Mais est-ce qu'une conscience politique est née à ce moment-là? Oui, vous le racontez dans ça. votre témoignage. Oui, vous oui, allez oui, ensuite c'est-à-dire en Albanie, que etc. ensuite, effectivement, Voilà. j'ai analysé les choses d'un certain point de vue, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a été possible de s'organiser collectivement pour lutter, je l'ai fait, quoi. Enfin bon, ça n'a pas été toujours grandiose, mais c'est ce que j'ai essayé en tout cas. Gisèle, même question, dire non et ce que ça change, le chemin qui suit après. Un esprit de liberté joyeux, sans aucun doute. Et puis aussi, alors moi personnellement, je dois beaucoup à mai 68 parce que sinon, je pense que je n'aurais jamais fait d'études. À l'époque, les études, la démocratisation des études supérieures, c'était Bac+2 maximum. Et donc, n'ayant rien fait toute l'année, je me suis trouvée en deuxième année, parce qu'on a quand même arrêté de travailler en mars jusqu'en novembre, pratiquement. Je me suis trouvée propulsée en deuxième année. Et là, je me suis mise à travailler et à m'y intéresser. Et j'ai fait 6 ans d'études, voilà. Et je pense que ça, sans ça n'aurait pas été le cas. Donc, merci, mai 68. Et vous, Patrick, la suite, pourrait-on dire? Bien, ce que vous avez 68, nous le vivions de l'intérieur sans trop savoir ce qui se passait à l'extérieur, parce qu'à un moment donné, on n'avait plus le droit de sortir ni rien. Mais il y avait quand même des informations qui arrivaient, donc c'était encore peut-être plus excitant de se demander qu'est-ce qui se passe. Et nous, ici, on est enfermés, et l'autre, il pique dans la caisse. Il y avait aussi un adjudant qui volait la nourriture de notre cantine. Alors, on avait refusé d'aller manger. Enfin, il y avait des trucs très spontanés comme ça. Et c'est vrai que j'ai certainement appris avec d'autres à nous organiser, à dire non à l'injustice de ce que nous vivions. Là, vous étiez des soldats, des appelés, censés défendre la patrie en cas de danger, mais pas censés aller tirer sur la famille ou les copains. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous après? Alors, c'est après que tout... en fait, vous savez, il y a la boule, il y a la neige, puis ça retombe. Et alors après, bon, alors là, ça m'a éclaté, quoi, parce que j'ai découvert la politique. Je lisais tous les journaux qui pouvaient partir. Il y avait, je ne sais plus quoi, l'Idiot International, machin, ça, tout ça. Tout ce que je bouffais du journal. Je lisais pas beaucoup les articles, les livres, comment dire, Marx, machin, tout ça. Ça, c'était réservé à des copains qui étaient des grands spécialistes de la politique. Trotskistes, léninistes, machin, tout ça. De temps en temps, j'avais des réunions, j'écoutais, je voyais ce qui se passait. Je comprenais rien. Je fais l'autre, ils sont en train de se bagarrer sur des concepts. Et moi, je suis en train de bosser dans une banque. J'ai trouvé du boulot à la banque après. J'y comprends rien. Et en revanche, c'est vrai que moi, ça m'a donné envie de faire plein de choses après. J'ai repris des études aussi, un jour, à la fac, ça, parce que j'ai pas pu passer mon bac. C'était le bac 68, j'ai pas osé y aller, mais les autres qui me disaient mais vas-y avec ton costard, tu mets ton uniforme, on va te donner ton bac. Je dis mais moi j'ai pas préparé mon bac, ça se fait pas. J'étais vachement honnête avec moi-même, avec l'institution. Ouais. Donc j'ai repris plus tard. On va céder la place à D'autres deux autres témoins. Et Rachida, qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Merci à tous les trois, en tous les cas, d'être venus.